Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres de l'actualité. Au palais présidentiel, le chef de l'État a accueilli aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'IGAD pour un entretien placé sous le signe de la coopération régionale. Et Donald Trump assure qu'aucun Palestinien ne sera expulsé malgré son plan de contrôle. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu. Eh bien, cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les conclusions du 43e sommet extraordinaire de l'IGAD tenu hier par visioconférence et consacré à la situation au Soudan du Sud. Le président en exercice de l'IGAD et le secrétaire exécutif ont notamment discuté des problèmes, des prochaines étapes à mettre en œuvre, notamment la création d'un comité ministériel composé de 3 ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation. Ce comité aura pour mission de se rendre à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, afin d'engager un dialogue direct avec les parties en conflit et d'assurer la mise en œuvre du plan de sortie de crise adopté lors du sommet. À travers cette initiative, l'IGAD réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au respect de l'accord de paix signé en 2018. Le secrétaire exécutif de l'IGAD a indiqué à l'issue de son entretien avec le président de la République qu'il avait eu une discussion approfondie avec le président Guelleh sur la situation au Soudan du Sud. Il a rappelé que le président, en sa qualité de président en exercice de l'IGAD, avait présidé hier une réunion fructueuse consacrée à cette question. Il a souligné l'importance du suivi des décisions prises, notamment l'appel à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise des négociations. Poursuivant son intervention, Workneh Gebeyehu a également rappelé la responsabilité de l'IGAD dans la préservation de la stabilité du Soudan du Sud, dont le gouvernement actuel est issu d'un accord de paix négocié par l'organisation. Et enfin, il a insisté sur l'urgence d'appliquer les résolutions adoptées lors du sommet des chefs d'État. Passation de pouvoir à la Commission de l'Union africaine, direction Addis Abeba, où une nouvelle page s'est tournée à la tête de la Commission de l'Union africaine lors d'une cérémonie solennelle organisée au siège de l'organisation panafricaine. Mahmoud Ali Youssouf a officiellement pris ses fonctions de président de la commission, succédant ainsi au Tchadien Moussa Faki Mohamed, qui a dirigé l'institution pendant 8 ans. L'événement empreint de symbolisme a rassemblé plusieurs chefs d'État et dignitaires africains. Dans un discours, Moussa Faki a transmis le flambeau à son successeur en saluant son engagement et son expérience diplomatique. C'est un honneur de transmettre cette responsabilité à mon frère, Mahmoud Ali Youssouf. J'ai eu le privilège de servir l'Afrique dans des moments de défi et d'espoir, et je suis confiant que son leadership portera notre continent vers de nouveaux horizons, a-t-il déclaré. Après 8 années marquées par des crises majeures, Moussa Faki Mohamed a récemment été honoré à Djibouti par le président de la République, qui lui a décerné la plus haute distinction nationale en reconnaissance de son engagement en faveur de l'Union africaine. Lors de la cérémonie, il a appelé les dirigeants du continent à soutenir pleinement son successeur face aux défis à venir. Cette passation de pouvoir symbolise un moment de continuité et de renouveau pour l'Union africaine. Les observateurs estiment que le leadership discret mais efficace de Mahmoud Ali Youssouf, allié à sa maîtrise des rouages de l'organisation, pourrait lui permettre de naviguer avec succès dans un contexte géopolitique complexe.
Écoutons à présent l'allocution du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Cette passation de service, bien plus qu'un simple exercice institutionnel, elle symbolise la continuité de notre engagement collectif pour une Afrique intégrée, pacifique et prospère. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Angola, qui assume la présidence de l'Union pour l'année en cours. Monsieur le Président, votre engagement de la paix, en faveur de la paix et du développement est une source d'inspiration. Vous pourrez compter sur mon plein soutien et sur celui de la Commission de l'Union africaine pour mener à bien cette mission capitale. Je rends également hommage à mon prédécesseur, Excellence M. Moussa Faki Mahamat, pour son dévouement et les avancées réalisées. Il nous a légué un socle sur lequel nous devons construire avec ambition et volonté. Je rends également hommage à tous les commissaires sortants pour le travail accompli, ainsi qu'à Madame la vice-présidente de la Commission. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est à la croisée des chemins. Nos peuples aspirent à un avenir de prospérité, de paix et de dignité. En tant que président de la Commission de l'Union africaine, je mesure l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe. Il ne s'agit plus seulement de gérer une institution, mais de porter la voix et les ambitions de tout un continent. Nos priorités sont claires. Nous devons impérativement accélérer la mise en œuvre du deuxième plan décennal 2024-2034. Ce n'est qu'en traduisant nos ambitions en réalité tangibles que nous répondrons aux attentes de nos peuples. Nous devons agir avec pragmatisme et détermination pour transformer notre Union en un moteur efficace de progrès sur le continent. Le programme SACA continuera à être un levier important pour l'efficacité de notre action. La Commission de l'Union africaine doit être réactive et mieux coordonnée. Je veillerai à ce que l'interaction entre les organes de l'Union soit renforcée afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace de nos politiques. Par ailleurs, nous devons repenser notre modèle de financement. L'autonomie financière de l'Union africaine est une nécessité impérieuse. Il est temps de réduire notre dépendance et d'explorer des mécanismes innovants pour assurer la durabilité de nos projets. Enfin, la mise en œuvre des réformes institutionnelles doit s'intensifier. L'Union africaine ne peut plus se permettre des lenteurs administratives et des blocages structurels. Nous devons être un acteur agile, capable de répondre aux urgences et d'anticiper les défis à venir. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique doit prendre son destin en main. Il est temps de nous affirmer comme un continent déterminé, capable de peser sur les grandes décisions mondiales et de proposer des solutions aux crises qui nous affectent. Je prends aujourd'hui l'engagement d'agir avec détermination pour hisser notre Union à la hauteur des attentes de nos peuples. Nous devons insuffler un nouvel élan à notre organisation, renforcer notre unité et affirmer la place de l'Afrique dans le concert des nations. Retour à Djibouti où le ministre de la Santé, Dr Ahmed El-Robleh, a reçu aujourd'hui le directeur des interventions humanitaires de Qatar Charity pour explorer les opportunités de renforcement du partenariat entre les deux institutions dans le domaine de la santé. À l'issue des échanges, le secrétaire général du ministère de la Santé et le directeur des interventions humanitaires de Qatar Charity ont signé une convention de partenariat visant à soutenir l'acquisition de médicaments, de matériel et d'équipements médicaux avec un accent particulier sur le service de dialyse. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité des actions menées par Qatar Charity qui avait déjà contribué à l'amélioration du service de dialyse à Djibouti en finançant l'achat de nouvelles machines. Le secrétaire général du ministère de la Santé s'est rendu ce matin à l'hôpital de Belbela, accompagné du directeur des interventions humanitaires, Ibrahim Abdelrahman Al-Janahi, une visite placée sous le signe du suivi et du renforcement des infrastructures de santé avec une attention particulière portée aux services de dialyse. Sur place, les responsables ont échangé avec le personnel soignant et évalué les besoins du service afin d'améliorer la prise en charge des patients souffrant
d'insuffisance rénale. Donc à cette occasion, le directeur des interventions humanitaires a remis un important don de matériel et d'équipements médicaux au secrétaire général du ministère de la Santé. Un geste qui reflète l'engagement constant en faveur du renforcement du système de santé et de l'amélioration des soins prodigués aux populations. Le secrétaire général donc, du ministère de la Santé a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le gouvernement et le peuple frère du Qatar pour cette précieuse contribution qui vient appuyer les efforts déployés en matière de santé publique. Le ministère de la Santé réaffirme ainsi son engagement à garantir un accès équitable aux soins et à améliorer la qualité des services de santé pour tous. Écoutons le directeur général du CHU de Djibouti. L'équipe de Qatar Charity est surtout en présence du directeur de services humanitaires. Nous savons que Qatar Charity a à plusieurs reprises soutenu l'hôpital Chero en général, mais en particulier le service de dialyse dont il y a encore quelques mois, nous avons reçu des machines de dialyse offertes par Qatar Charity. Nous sommes aujourd'hui encore très heureux que Qatar Charity revienne dans ces centres et nous promet à nouveau de soutenir le centre de dialyse de l'hôpital Chero, mais aussi d'une manière générale l'ensemble de l'hôpital pour que puissent nos médecins continuer à apporter des soins de qualité, Inch'Allah. Dans le reste de l'actualité, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a poursuivi ce jeudi l'examen des comptes financiers de plusieurs institutions publiques. À l'issue des travaux, 3 projets de loi ont été approuvés. Sous la présidence du député Jarmak Moussa Are, la Commission a conduit une série d'auditions et d'analyses. Dans un premier temps, les membres ont examiné le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne de développement social ADDS pour l'exercice 2023 en présence de la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Ouloufa Ismaël. Eh bien, dans la deuxième partie de la séance, la commission s'est penchée sur les comptes financiers de la Poste de Djibouti pour l'exercice 2022. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdoulaye Badone, ainsi que les principaux responsables des institutions concernées ont pris part aux discussions. Et enfin, les comptes financiers du Palais du Peuple pour l'exercice 2023 ont également été examinés en présence du secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdoulaye, et des responsables financiers de l'institution. Et après les échanges approfondis sur la situation structurelle et financière des entités concernées, la Commission a émis un avis favorable sur l'ensemble des projets de loi qui seront soumis à l'adoption lors d'une prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Toujours donc à l'Assemblée nationale hier, dans le cadre de ses missions de contrôle budgétaire et d'évaluation de la gestion des finances publiques, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a examiné les comptes financiers de l'Institut supérieur des sciences de la santé et du Centre d'études et de recherche scientifiques pour l'exercice 2023. Cette session de travail a été présidée par le député Jarmak Moussa Are, président de la Commission des finances, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, accompagné de ses collaborateurs. Et après un dialogue constructif et un examen approfondi des dispositions législatives, les commissaires ont émis un avis favorable et transmis les textes de loi pour adoption lors de la prochaine séance publique. Autre information, la Cour des comptes de Djibouti a tenu ce matin, au sein de son siège, son audience solennelle de rentrée, marquant ainsi le début de la nouvelle année judiciaire. L'événement s'est déroulé en présence de la première présidente de la Cour des comptes, Ismaël Mahmoud Ibrahim, du procureur général près de la Cour des comptes, Madiba Ismaël Aouled, ainsi que du secrétaire général, des présidents des chambres permanentes, du premier substitut général et de l'ensemble des magistrats. L'audience solennelle, un rendez-vous institutionnel incontournable, a permis de dresser le bilan de l'année écoulée et d'esquisser les grandes orientations pour l'année à venir. Dans leurs interventions, la première présidente et le procureur général ont souligné l'importance de cette cérémonie pour la bonne marche de l'institution. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la première présidente de la Cour des comptes, Madame Ismahan Mahmoud Ibrahim.
il m'est choix de dire que notre audience solennelle de rentrée de cette année est marquée par une avancée réelle dans le cadre du contrôle juridictionnel. Le renforcement de nos capacités par l'intégration d'une équipe d'une vingtaine de magistrats composée essentiellement de femmes a permis de faire avancer et faire progresser fondamentalement cette activité durant cette année. J'en profite pour féliciter et rendre hommage à toutes les femmes de la Cour des comptes. En effet, l'effectif féminin se constitue aujourd'hui est 57% de nos effectifs. Si c'est une force, l'intégration de la femme, d'une manière générale, au regard des politiques de développement de notre pays, je dirais que les hommes ne sont pas en reste dans cet effectif qui apporte une valeur ajoutée certaine à la réalisation des missions de la Cour des comptes. Chers collègues, la Cour se félicite du renforcement de ses membres, de l'enrichissement et de l'apprentissage collectif à l'issue du programme d'intégration de nouveaux magistrats, un programme ambitieux qui a conjugué formation, coaching et pratique du contrôle en même temps. Il convient de souligner la disponibilité, l'abnégation, la générosité des magistrats mentors, rapporteurs principaux de cette nouvelle équipe, qui n'ont pas relâché leur effort pendant toute l'année pour les accompagner à bon port. Sans cet accompagnement conséquent, ce nouvel effectif ne saurait être opérationnel. Aujourd'hui, tous les magistrats de la Cour des comptes sont familiarisés avec le contrôle juridictionnel. Avec cette dynamique née de la stratégie de résorption du passif mise en place par la Cour des comptes et du programme d'intégration des jeunes magistrats, en plus des actions que nous avons diligentées antérieurement à l'encontre des comptables de fait, la Cour est actuellement en passe pour finaliser les premiers rapports à fin d'arrêt et dire que pratiquement 60% de ces dossiers sont achevés. À la une également, dans le cadre du programme spécial du mois béni de Ramadan, le président de la commune de Belbela, accompagné de responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a effectué une visite de suivi des activités organisées à cette occasion. Cette visite l'a conduit au centre de développement communautaire de Cheikh Moussé, où plusieurs événements ont été organisés, ainsi qu'au terrain de Ega, lieu emblématique du tournoi de football de Ramadan. Parmi les temps forts, le traditionnel tournoi de football, véritable rendez-vous incontournable de ce mois sacré, a une fois de plus attiré un large public. Organisé chaque année juste avant la rupture du jeûne, ce tournoi permet aux jeunes de se retrouver autour d'un sport fédérateur dans un esprit de convivialité et de partage. Autre activité phare, un tournoi de tennis de table qui a réuni des participants de tout âge, donc avec un tournoi de tennis de table qui a réuni des participants de tous âges dans une ambiance à la fois compétitive et festive. Le programme a également mis l'accent sur l'aspect spirituel du Ramadan avec une conférence religieuse animée par un imam local. Écoutons donc à présent un extrait du mot du président de la commune de Belbela. Shalay ku ciyaari doonaan maxay ahayd tournoi de Ramadan waa sagaal. La secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim, a présidé aujourd'hui dans la salle de réunion du dit secrétariat une rencontre de concertation avec les différents partenaires en vue de l'organisation de la deuxième édition de la chasse au trésor à Godoria. Les échanges ont porté sur les principaux axes stratégiques nécessaires à la réussite de l'événement, notamment la logistique, la sécurité, la communication et l'hébergement des participants. Une attention particulière a également été accordée à la préservation de l'environnement ainsi qu'à la mise en valeur du site touristique de Godoria. La réunion a réuni des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, du ministère du Commerce et du Tourisme, ainsi que des représentants de l'association ADO, prévue pour le vendredi 4 avril prochain. Cette deuxième édition de la chasse au trésor invitera de jeunes participants à une aventure alliant exploration et découverte. Inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine naturel et touristique du pays, l'événement promet une expérience
enrichissante. Les préparatifs se poursuivent activement afin de garantir le bon déroulement de cette manifestation tant attendue. Dans l'actualité internationale, Donald Trump a affirmé hier qu'aucun Palestinien ne serait expulsé de Gaza en réponse aux déclarations du ministre israélien sur la création d'une autorité chargée du déplacement forcé des Palestiniens. Ce projet soutenu par Tel Aviv viserait à identifier des pays d'accueil pour les déplacer, suscitant une large condamnation internationale. La déclaration de Trump intervient alors qu'il poursuit son plan de contrôle de Gaza, déjà critiqué comme une tentative de nettoyage ethnique. Amnesty France a condamné la coupure par Israël de l'électricité de la dernière usine de dessalement fonctionnelle à Gaza, qualifiant cette décision de cruelle et illégale. L'ONG estime que cette mesure, aggravant la crise humanitaire déjà critique, viole le droit international et participe à une politique de destruction délibérée des Palestiniens. Elle appelle la communauté internationale à agir pour garantir l'accès aux ressources essentielles et protéger les civils. Après Gaza, c'est une autre crise humanitaire qui inquiète la communauté internationale. En Haïti, la violence des gangs atteint un niveau sans précédent, plongeant le pays dans le chaos. L'ONU tire la sonnette d'alarme. L'ONU alerte sur la crise humanitaire en Haïti, où la violence des gangs, qui contrôle 85% du territoire, a contraint plus d'1 million de personnes à fuir. Eh bien, un expert a souligné que de nombreux enfants sont victimes de violences ou recrutés faute d'alternatives économiques. Il appelle à une intervention internationale urgente pour soutenir les forces de l'ordre et empêcher l'aggravation du chaos. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre attention et à très bientôt.